Match charnière dimanche soir pour l'OM, ou plutôt pour nos mercenaires, parce que oui, on va pas mâcher nos mots dans cette vidéo. Les vrais amoureux de l'OM sont encore très remontés de cette défaite à Lorient, qui a été celle de trop pour beaucoup. Nos joueurs avaient l'occasion de se rattraper dans cette fin de saison. Je repense au match à Lille, à Monaco, à Lorient, dans un contexte qui était relativement calme, serein. Ils ont raté le coche et pire, ils ont abandonné le maillot, le navire, et ils ont démissionné. C'est pour ça que les joueurs sont confinés à la commanderie actuellement, que la situation est grave. Certains trichent, ça a été évoqué par certains joueurs, par certains dirigeants. On va en parler dans cette vidéo. Ça va être cash la vidéo, elle va être assez bouillante. Des grosses mises au point vont être faites d'entrée. On va un peu casser cette mode que ça serait la faute des supporters soi-disant. On va remettre les choses à leur place, on va expliquer, on va faire des rappels sur ce qu'est le contexte marseillais, ce que représente l'OM, ce qu'a toujours été ce club, parce que c'est important, parce que ça part à volo cette saison, entre les clashs entre supporters, entre à qui la faute, etc. Donc ça me brûle depuis des jours, et quand c'est comme ça, vous savez que Raph, il a besoin de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, dans le respect, sans insulte, comme d'habitude. Je vais aussi m'exprimer dans cette vidéo sur la sortie de Benassia, je ne l'ai pas encore fait, sur la sortie de Medina, sur l'actualité du club, et sur la compo contre Nice, sur le match contre les Aiglons. On va faire tout ça tranquillement. Merci à vous de liker juste en bas pour le soutien. Le petit pouce, c'est très important, je vous demande que ça, et je vous demande d'être attentif, parce que là, je vais parler de certains sujets qui me tiennent à cœur. Bon, vous savez que moi, l'OM, au quotidien, c'est dans ma vie, dans ma peau, depuis 99, et l'année Courbis. Et que oui, en termes de pire saison, je pense que c'est dans mon top 3 dans le supporterisme marseillais. On a connu en effet des saisons où on était mal positionné, bien pire que maintenant, au milieu de tableau, voire on jouait le maintien. Sauf qu'on avait des joueurs assez limités qui se donnaient un minimum. Là, nous avons une équipe cette année qui nous a humiliés dans toutes les compétitions de manière légendaire, malheureusement, tristement, et qui finissent la saison sans envie, sans fierté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont fait perdre la passion à une bonne partie des supporters de l'OM. Alors c'est passager, je vous rassure, j'ai déjà connu quelques fois ça dans ma vie, en 2012, je me rappelle, pour prendre un exemple, ça m'avait fait mal également cette saison-là, mais ça fait mal de perdre un peu ce côté passionnel. Et c'est la réalité, beaucoup de supporters de l'OM ne regardent même plus les matchs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si ça, c'est pas perdre un peu la passion, je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà. Tous responsables, les dirigeants avec leurs promesses du début de saison, même certains joueurs, oui, on va essayer de titiller le PSG, etc. Les joueurs, bien sûr, la grande majorité, 95% des supporters de l'OM étaient très confiants avec le mercato. Pareil pour les consultants, pour la presse, pareil pour tous les youtubeurs OM à 100%. Allez voir les vidéos au mois d'août, tout le monde était confiant sur la saison à venir. Et c'est normal, il y avait de quoi. Mais là, les vrais amoureux de l'OM, ils n'ont pas envie de temporiser en ce moment. Ils sont énervés, ils sont en colère, ils sont touchés, ils n'ont plus la foi tout simplement. Ils sont révoltés par la situation du club. Voilà. Et celui qui me dit non, c'est pas vrai, la passion elle est égale par rapport à avant, bah c'est pas un vrai passionné, alors c'est pas un vrai amoureux de l'OM. Il y a des moments, il y a des périodes, c'est humain, il y a des fluctuations, et là on est en plein dedans. Parce que oui, récemment, les joueurs avaient l'occasion un petit peu de relancer un petit peu cette flamme, un petit peu, j'ai bien dit, parce que les supporters sont touchés par cette saison. En battant ou Lille, ou Monaco, ou Lorient, on a perdu tous nos matchs récemment, tous nos matchs. Je compte pas la victoire contre Metz et contre Auxerre chez nous, c'est trop facile, surtout vu la manière. Donc là, c'est une succession de beaucoup de choses, et c'est pas le tout de gueuler après les défaites dans cet état-là. Avec cette accumulation, cette succession, on est en colère aussi des jours après. Là, c'est pas le tout de temporiser, de dire allez, on verra. Non, 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 non. Là, la gronde est énorme, parce que oui, c'est la crise, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un bordel, un chantier pas possible sur le plan sportif et en interne au sein du club. Et on vit une saison en général de foutage de gueule, de crise énorme à l'Olympique de Marseille, malheureusement. Et les gens qui iront au stade dimanche soir contre Nice, ils vont pas y aller avec la faux, ça je vous le garantis. Bon, certains vont pas y aller d'ailleurs, ça va pas être plein à craquer, mais ils vont y aller le cœur troué. Vous savez, à Marseille, les gens, ils viennent pas pour chanter. Ils sont aussi liés à la situation sportive du club. Et tant mieux, quelque part. Ça veut dire qu'ils sont impactés par ce qui se passe, par les résultats. Pas comme d'autres publics où c'est un peu... Voilà, ça vient pour chanter, pour le plaisir, pour le folklore. À Marseille, quand ça va mal, quand le club va mal, tu le ressens dans le stade. Et ça veut dire que c'est un stade, une ville passionnelle, liée à la situation sportive de son club avant tout. Donc voilà, on va pas se dire, ouais, il faut encourager nos joueurs, etc. Ce ne sont plus nos joueurs, ce sont des mercenaires. Pour vous donner un exemple, les fins de saison 2004-2005 ou 2018-2019, où pourtant l'OM jouait la course au podium jusqu'à la fin, je me rappelle de l'ambiance du Vélodrome, qui était très poussive, parce que le stade, il avait plus la foi, il avait plus l'âme,
plus l'atmosphère habituelle. Les gens étaient dégoûtés de la saison qu'on avait vécue. Voilà, rappelez-vous, ces deux exemples, hein, 2018-2019, 2004-2005, je pourrais en trouver d'autres. Et pourtant, on n'était pas si mal classé. Là, c'est un peu le même contexte, sauf que c'est encore pire, hein, je pense, d'un point de vue du dégoût des gens. Et oui, les crises, les saisons ratées à l'OM, on en a connu, on en a vécu. Ça date pas d'hier. Et dans ce cas-là, ben, ça gronde, ça gueule, et on voudrait stopper ça. Le stade Vélodrome peut se vider très rapidement, hein, et ça, c'est pas un manque de passion, d'intérêt pour l'OM, même bien au contraire. Il y a certains pays qu'on qualifie de football de passionnés qui ont cette attitude quand ça va mal pour protester, pour contester. En Algérie, dans le championnat, ça se passe comme ça quand ça va mal, hein. Le stade se vide littéralement, et à Marseille, ça s'est passé comme ça plusieurs fois dans le passé, ça se passe comme ça chez nous. Dans les années 80, en 2012, le stade s'est vidé cette année-là. En 2016, pareil. Attention, c'est pas comme Saint-Etienne ou d'autres publics qui sont différents, c'est pas la même mentalité. Nous, ça peut se vider rapidement. Donc attention à la campagne d'abonnement cet été. Et encore une fois, c'est pas un manque de passion ou d'intérêt pour l'OM. Bien au contraire, on est lié, on est impacté par les résultats du club. Ils ont tout perdu récemment, et on voit très bien qu'ils n'ont plus envie de jouer chez nous sous nos couleurs. Cette saison, elle est impardonnable, elle est inqualifiable par rapport au budget qu'on a dépensé et par rapport aux résultats qu'on a eu, aux attitudes et tout ce qui va avec, qu'on a vécu encore une fois cette saison. Maintenant, je vais un peu casser cette mode de dire c'est de la faute aux supporters. Alors, je veux bien que les supporters marseillais, ils ont des défauts, ils ont aussi des grandes qualités. Je pense qu'on aime l'OM la plupart pour le côté supporterisme et tout ce qui va avec. Mais là, cette saison, on est en train de répéter de manière un peu trop fréquente et de dénoncer les supporters de l'OM, même de se tuer entre nous. Alors c'est vrai que moi, par exemple, au mois de janvier, ça m'est arrivé 2-3 fois de dénoncer quelques trucs. Mais faut pas non plus que ça soit les rôles inversés, hein. Ce qui nous a mis dedans cette saison, c'est les joueurs et les dirigeants. Si on aurait fait une belle saison, on aurait vu une ferveur exponentielle à Marseille. Et dans ces moments-là, c'est quoi le ressenti? Qu'on est fier d'aimer l'OM pour sa ferveur qui est différente des autres. Et que oui, l'OM c'est spécial, c'est particulier dans le positif. Mais on ne peut pas avoir le positif et pas le négatif. Et ça, Dimeco l'avait dit il y a plus de 10 ans. Et c'est tellement vrai. Voilà, il faut prendre en compte les deux aspects. Donc moi, ça me tue quand je vois sur Twitter des mecs qui ont des biographies. J'aime l'OM, mais je déteste ses supporters. Il y a un problème, c'est que tu n'aimes pas l'OM en quelque sorte. On ne peut pas aimer l'OM et ne pas aimer ses supporters ou la communauté en général. Non, vous vous rendez compte que la saison, elle est déjà finie dans la tête de nos joueurs. Et on ne peut pas reprocher dans ce cas-là aux supporters de gueuler, de gronder. Il manquerait plus que ça. Donc, moi, j'ai toujours vécu à Marseille, quand ça va mal, c'est vrai, une gronde très, très importante. Dans les années 2000, enfin bref, ça a toujours été comme ça à Marseille. D'accord? Quand ça perd, ça crie plus fort que les autres. Et quand ça gagne, ça crie plus fort que les autres. Et ça sera toujours comme ça. Donc, il faut le prendre en compte aussi, quelque part. Et il faut l'accepter, même si des fois, c'est un peu abusé. Quand, en début de saison, on va accueillir les joueurs à l'aéroport de Marignane, ça m'a jamais plu. Ou qu'on dise qu'on va gagner le titre, etc. Oui, bien sûr que c'est abusif et que ça commence à bien faire. Mais bon, les gars, on va pas perdre l'ADN marseillaise, l'ADN de ce qui fait l'OM. Voilà, même cette saison, un supporter du SCO d'Angers, qui a des attentes, des exigences très minimalistes, serait en pétard cette saison. À Marseille, ça a toujours grondé quand ça allait mal. Et quand ça se passait ainsi, on remettait la faute aux dirigeants, aux joueurs, au club. Jamais on se disait, ouais, mais c'est de la faute peut-être de nous-mêmes, on est peut-être ci, peut-être ça. Oh, faut arrêter au bout d'un moment. Parce que là, en agissant ainsi, est-ce qu'on donne envie aux futurs joueurs de signer à l'OM? Parce que oui, on est attractif à travers, avant tout, le prestige, le palmarès de l'OM et surtout ses supporters. C'est pour ça qu'on a attiré quelques joueurs de renom encore ces dernières années. Mais là, maintenant, à l'avenir, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se dit, et j'en ai parlé à 2-3 amis d'ailleurs cette semaine, et toutes les balles qu'on se tire nous-mêmes contre notre camp, à s'entretuer entre nous, à montrer qu'à Marseille, quand ça va mal, on n'est pas du tout solidaire, très loin de là. On est même la communauté la moins solidaire au monde entier quand ça va mal, hein, je dis bien, parce que quand on est attaqué, c'est le cas. Tu vois pas ça dans les communautés de supporters ailleurs, hein, même des communautés très populaires. Donc oui, les réseaux sociaux, ça gronde, mais ça fait partie du jeu. Voilà, ils jouent à l'OM, il y a des côtés positifs et négatifs. Si les mecs, ils respecteraient le maillot, si les mecs, ils auraient des performances de qualité, croyez pas, hein, ça serait les rois du monde et ils vivraient l'expérience la plus belle de leur vie. Tous ceux qui sont passés chez nous encore récemment l'ont reconnu. Voilà. Donc après, quand les mecs sont pas bons ou au pire encore trichent sur le terrain, c'est normal que ça gronde fortement ici. Eh bien, excusez-moi, c'est aussi pour ça que j'aime l'OM. Voilà. Parce que supporter l'OM et ne pas aimer le supporterisme à Marseille ou ne pas aimer
tout ce qui fait l'OM, ben ça c'est inquiétant. Et j'ai envie de vous dire, ne vous prenez plus la tête, parce que déjà que c'est dur pour nous sportivement, qu'on est dans l'ombre du Paris Saint-Germain et qu'on le restera pendant des décennies, même si on travaillera bien, on restera dans l'ombre du PSG, on sera trop loin pour le titre, on ne pourra pas rivaliser, il y a un écart monstre financièrement. Mais si en plus, on n'apprécie plus les supporters de l'OM, ben ça c'est quand même grave, hein, et j'ai envie de vous dire, c'est une passion qui serait nocive, qui serait inquiétante. Il faut se poser les bonnes questions. Donc s'il vous plaît, n'inversons pas les rôles, arrêtons de tirer contre nous, même du côté du supporterisme. C'est vrai qu'à Marseille, il y a des défauts, mais il y a aussi beaucoup de qualités que n'ont pas les autres communautés de supporters. On va pas y revenir, vous savez à quoi je fais référence, et j'ai pas envie de perdre ce truc-là. C'est rigolo parce que j'avais fait une vidéo au mois d'août où j'étais très en colère, en pétard, sur l'affaire Rabiot, où je dénonçais direct la direction, et qu'on allait droit dans le mur avec cette décision-là. Franchement, beaucoup m'ont dit, Raph, ça va pas, Rabiot n'est pas au-dessus de l'OM, force à la direction. Bon, je dis pas que j'ai eu raison, parce que des fois j'ai tort, hein. J'ai cette humilité, cette reconnaissance de le voir. Je me trompe, des fois j'ai raison, comme tout supporter, hein. Personne n'est meilleur qu'un autre. Soit disant le respect de l'institution OM, on veut montrer l'exemple, alors que ça n'avait rien à voir avec ça. C'était juste de l'ego mal placé de la part de Benassia, de De Zerbi et de Longoria. N'importe quel club aurait agi différemment suite à cette bagarre, hein. On l'a vu avec le Bayern il y a quelques années avec Sadio Mané. Et me comparez pas ça avec l'affaire Cantona qui avait jeté son maillot il y a très longtemps, en 90. Voilà. Mais j'avais pété un câble, quoi, en gros. Et à ce moment-là, j'avais précisé dans cette vidéo, certains voudraient transformer l'OM en FC Nantes, en Stade Rennais, qu'on voudrait jouer à la Beaujoire. Et ouais, Rafi, il exagère, il s'enflamme. Mais tout ce qui se passe cette saison, et les réactions de beaucoup de supporters de l'OM qui ont envie que l'OM ne soit plus l'OM, etc. D'essayer un petit peu que voilà, on soit comme ça, qu'on soit comme ça, qu'on soit cartésien, ça n'arrivera jamais. Donc dans ce cas-là, posons-nous les bonnes questions. Voilà, moi j'en ai marre qu'on accuse les supporters de l'OM toujours, et je parle dans les réseaux sociaux en général, hein, franchement. Beaucoup de discussions à travers ça, ça commence à être fatigant. Alors je veux bien qu'on ait eu ce débat-là quelques fois, forcément, ça peut arriver, mais là c'est de trop. Et là, si je me mets à la place d'un supporter parisien, il se régale cette année, il se pose devant la situation du club, les résultats sportifs, les guéguerres qu'il y a dans ce club, le bordel, et même entre supporters, c'est la Bérésina. Vous vous rendez compte un petit peu quelle image on donne? Et le supporter de l'OM, il aime quoi dans ce club au final maintenant? Qu'est-ce qu'il aime encore? Non mais les gars, oh, on aime ce qui fait Marseille et ses supporters et ce côté volcanique. Au bout d'un moment, sinon, est-ce qu'on est fait pour ce club? Il faut se poser la question au bout d'un moment. Non mais c'est la vérité, j'ai toujours grandi comme ça, j'ai connu le vrai Marseille, j'ai connu le vrai Olympique de Marseille parce qu'on a perdu en identité, hein, par rapport à il y a 10, 15, 20 ans. Et même au stade Vélodrome, bon, ça c'est un autre débat. Quand le stade n'était pas couvert, c'était plus chaud que maintenant. En fait, du moins dans la mentalité, les mecs qui venaient au stade, c'était tous des amoureux de l'OM. Il n'y avait pas de sortie, voilà, pour faire bien. À la sortie des matchs, quand on perdait, tous les mecs faisaient la gueule, quoi. Enfin, c'était autre chose, voilà. Après, on est toujours nostalgique du passé. C'est comme ça. Donc, arrêtons ce cirque-là de toujours accuser les supporters. Non, la direction et les joueurs sont les responsables. Je ne suis pas excessif, hein, dans ces propos, hein. Et d'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un d'excessif dans mes réactions en général. Faut pas déconner, il y a 10 fois pire que moi. Je ne dis jamais de gros mots, jamais d'insultes. Je reste courtois, mais je dis les termes. Voilà, je suis quelqu'un de franc, d'authentique, de sincère. Je vous ai dit que ma passion OM avait diminué depuis quelques semaines, en toute logique, comme tous les vrais amoureux de l'OM qui ressentent ça en ce moment. On se comprend, je sais ce que je dois dire et ce que je dois pas dire. Et excusez-moi les gars, mais cette semaine, il y a le feu encore au club. Vous avez vu ce qui se passe là? Ils sont confinés à la commanderie. Vous avez vu ce qu'il a dit Medina? Vous avez vu la réaction des anciens joueurs de l'OM? J'aimerais bien apaiser les choses, je l'ai fait encore récemment, dans la volonté d'y croire, de jouer le podium, mais vu la prestation de samedi, non, ça a été la goutte d'eau pour beaucoup, voilà. Après, rassurez-moi, dans les commentaires, dites-moi que vous êtes en colère, que vous avez la haine de cette saison, parce que, bon, je pense que c'est la grande majorité des supporters de l'OM qui ont ce ressenti encore, oui, même 5 jours après la défaite contre Lorient. Et regardez ce qui se passe au sein du club. Les dirigeants auraient tout intérêt à calmer le jeu, pareil du côté des joueurs. Mais là, tout le monde y va de sa prise de parole, tout le monde tape sur tout le monde, ils sont tous confinés à la commanderie. Ça veut bien dire que la situation est grave. On mérite pas d'être sur le podium cette saison, même si j'espère qu'on va l'être, hein. On ne sait jamais, même si ça me paraît très improbable. Il y a une cassure énorme au sein du club entre toutes les parties.
Et c'est un cirque, encore une fois. Ils ont ridiculisé l'OM dans sa chair cette saison. Il n'y a plus grand chose qui tient debout, que ce soit du côté des joueurs, du staff, des dirigeants. Et ce qui me fait mal, c'est que les mecs qui sont payés des sommes astronomiques pour faire leur métier à minimum, pour avoir un peu d'orgueil, de fierté, d'amour-propre, et même ça, ils l'ont pas. L'attitude à Lorient, il n'y a pas eu que Lorient, mais c'est scandaleux ce qu'on a vu. C'est scandaleux. Ils sont partis en stage à Marbella pour soi-disant resserrer les liens, être concernés, être surmotivés pour cette fin de saison. Et regardez les prestations. Cette équipe, mentalement, est à la cave. C'est une équipe, entre guillemets, excusez-moi de fiotte, hein, mentalement. C'est la vérité. Les joueurs ont le devoir de faire leur métier, tout simplement. De faire leur métier, je répète. Et de respecter ses supporters. Les supporters qui vont au stade ou les passionnés de l'OM en général. Et ça, ils n'ont même pas ce respect-là. Ils n'ont pas ce respect-là cette saison et encore plus depuis quelques semaines. Vous le voyez, vous le constatez. Donc voilà pourquoi les supporters comme moi, on est très énervés encore à l'heure d'aujourd'hui. Après oui, je sais que les mecs, physiquement, ils sont dans le dur. Et que ça, c'est le b.a.-ba dans un match de foot pour mettre de l'intensité et pas que. Et bien merci de Zerbi hein, pour cette préparation estivale où on a fait n'importe quoi. Et oui, c'est la vérité. Mais après, est-ce que ça excuse le fait de lâcher prise encore une fois? Comme ils l'ont fait samedi à Lorient. Regardez la réaction de certains anciens joueurs légendaires de l'OM, comme De Sailly. Il s'exprime pas souvent sur l'OM. Il a dit, mais on voit pas des guerriers à l'OM. C'est le moins que l'on puisse dire. Et ça fait mal. Bon, Dimeco aussi, hein, qui a reconnu que lui, son calendrier, son agenda, les matchs de l'OM, c'est secondaire pour lui, hein, parce qu'il est dégoûté. Bon, Dimeco, on peut être d'accord avec lui sur certains sujets et d'autres non. C'est mon cas, sur le sujet Galtier notamment. Mais Dimeco, il aime l'OM quand même et ça lui fait mal de voir des mercenaires comme ça se traîner sur le terrain, qui n'ont plus envie de se battre pour le club, qui ont la tête ailleurs. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive à l'OM depuis un certain temps. J'ai connu des fins de saison comme ça qui se terminaient en haut de boudin. Maintenant, la sortie de Benassia après le match contre Lorient. Alors la question qu'on doit se poser déjà, est-ce que ça sert le club? Est-ce que ça sert les joueurs? La réponse est non. Ça peut attiser encore plus de tension. Mais il a parlé avec le cœur. Et j'attendais qu'il prenne ses responsabilités. D'ailleurs, c'est rigolo, hein, j'en ai parlé dans mon débrief après le match. Mais d'un autre côté aussi, quand je dis ça va peut-être empirer les choses, quand vous voyez l'attitude des joueurs en deuxième mi-temps à Lorient, où il y a une vraie démission, un vrai abandon, on ne peut pas faire pire. Donc, dans un sens, on peut aussi estimer que ça peut amener un sursaut d'orgueil. Même si ce n'était pas sa volonté à Benassia, quand après le match, il va faire ce discours-là, c'est pas avant tout pour secouer le cocotier. Non, c'est pour s'expliquer, c'est pour se justifier, c'est pour dire son dégoût qu'il a de cette situation, même si il est responsable à plusieurs titres de la saison ratée de l'OM. Je vais en parler dans quelques secondes. Mais son discours, en tout cas, bien sûr qu'il est véridique, qu'il est cohérent, et qu'un vrai supporter de l'OM, il se reconnaît en ça. Par exemple, la volonté de se mettre au vert à la commanderie cette semaine, ben franchement, nous les supporters, ben c'est une décision qu'on apprécie. Parce que les mecs, ils méritent ça. Ils méritent de bosser plus que d'habitude après les purges qu'on a vues récemment. C'est la vérité, non? Si on apprenait qu'ils avaient 2 jours de repos, ou du moins comme d'habitude, on serait encore plus en colère. Justement, il précise qu'il y a des gens employés à l'OM hein, qui se lèvent à 7 h du matin tous les jours, qui ont des salaires bien moindres que ce que touchent les joueurs, des salaires normaux, quoi, des salaires raisonnables, comme tout le monde dans la vraie vie, et qu'il a prévenu qu'il n'allait pas lâcher un certain qui avait abandonné sur le terrain, qu'ils n'allaient pas avoir de répit. Donc oui, c'est le genre de prise de parole qu'on apprécie quand l'OM va mal, et surtout quand l'OM est indigne. Parce que c'est le cas actuellement. Alors oui, ce discours, est-ce qu'il va apporter quelque chose? Peut-être pas, mais d'un autre côté, ça permettra aux joueurs... Bon, le problème, c'est que dans une fin de saison, fin avril, il y a eu beaucoup de moments, je pense, où les mecs se sont un peu dit les choses dans le vestiaire, entre guillemets. Et là, que ça me paraît un peu tardif. Voilà. Mais dans la situation où on est, on voit plus rien sur le terrain, obligé d'amener, de chercher une réaction quelque part. Même si je sais bien que Benassia, sa prise de parole, en premier lieu, c'était déjà, je pense, assez spontanément s'expliquer auprès des supporters, parce que Benassia connaît le club. Et il sait très bien que là, ce qu'on vit en ce moment, mais c'est très grave, quoi. C'est indigne du maillot de l'OM, ça peut pas passer sous silence. Il peut pas se cacher, comme il a dit à Karim Attab, je suis obligé de venir là pour dire les termes. Voilà, pour dire la vérité de ce que je vois. Il a déjà fait aussi Benassia par le passé, pour ceux qui disent, ouais, mais c'est pour... un petit peu sauver son image.
Il l'a fait lors d'une défaite à Reims il y a plus d'1 an. Il était venu devant la presse avec des mots très forts, pas autant que samedi, mais il a toujours été un peu comme ça, Benassia. Hein. Par contre, là où il a tort, déjà, sur le côté manque de caractère des mecs après une défaite. Eh bien, on a vu ce que ça a donné quand Rabiot et Hérault se sont emboucanés. Il les a dégagés et il avait expliqué que oui, il fallait pas trop déborder, etc. Bon, ça, Benassia, tu dis tout et ton contraire sur ce sujet-là. Et cette situation aussi, cette saison, il en est responsable du manque de motivation des joueurs actuellement, de tout ce qu'on a à manquer. Bien sûr, Benassia en est un peu l'artificier quelque part, grandement. Et aussi, troisième point, c'est qu'en effet, il y a 2 mois, il a voulu démissionner. Bon, qu'il ait voulu démissionner, encore une fois, je ne vais pas épiloguer là-dessus dans cette vidéo, il a ses raisons, voilà. Mais le problème, c'est que vis-à-vis des joueurs, niveau crédibilité, quand il vient comme ça à parler ainsi, les joueurs, dans leur tête, ils vont se dire naturellement « Ouais, mais toi, tu as voulu partir en premier et tu nous reproches d'abandonner le maillot. » Bon, après, il ne faut pas comparer l'incomparable, hein, les gars. Hein. Entre des joueurs qui, sur le terrain, se liquéfient, ne mouillent pas le maillot, et un dirigeant qui veut partir parce qu'il n'est plus en accord avec certaines choses, mais il s'est investi quand même au sein du club, même si Benassia a créé beaucoup de problèmes, je le sais, il y a quand même un monde d'écart et on ne peut pas comparer les choses. Donc cet argument-là, en fait, avec réflexion, on ne peut pas comparer, voilà. Mais c'est clair qu'il y a eu une situation interne cette saison qui a été lamentable. Le club a été très mal géré. Et que dans cette fin de saison, les joueurs sont en roue libre. Alors, ils n'ont pas d'excuses, hein. J'essaye un petit peu de comprendre les choses. Mais c'est dû aussi à ça. À tout ce qui s'est passé, à la situation qui a été très lourde au sein du club. Alors, c'est bien beau les médias, encore une fois, les supporters. Mais avant tout, au sein du club, de Zerbi, je pense à toi aussi. Hein. Ça a été vraiment la Bérésina. Et ça a été assez ingérable, assez intenable en interne. Même si, encore une fois, c'est les professionnels qui touchent des salaires mirobolants et qui ont une vie vraiment incomparable par rapport aux gens lambda. Medina aussi s'est exprimé de manière très rude en adressant des balles perdues à ses coéquipiers. Alors, Medina, déjà, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup sur le terrain. Vous le savez, je pense. Déjà, j'estime qu'il n'a pas un bon physique. Il a pas une bonne hygiène de vie cette saison. Qui manque d'intelligence. Après sa sortie, franchement, même s'il n'est pas irréprochable, et qu'il devrait le savoir, j'espère qu'il en a conscience, hein, du moins, qu'il n'est pas bon cette saison, j'ai quand même apprécié son interview, parce qu'il a eu quelques déclarations qui montrent que, malgré la saison qui a été rude pour un joueur de l'OM, qu'il a su quand même apprécier l'OM, le club, parce que c'est délicat, hein, quand tu arrives chez nous et que tu vis que cette saison-là, tu te dis, mais c'est un club de fou, j'ai envie de partir. Ses supporters, c'est des fadas, dans le mauvais sens. Mais non, et je le sens sincère, Medina. Après, moi, je suis un peu naïf. Hein. Sur les déclarations des joueurs, je me fais souvent avoir. Mais les arguments me paraissent réels. Quand il dit, j'ai appris à aimer ce club, même dans une période comme ça, vous allez me dire, je suis le plus fou de tous. Mais j'aime le chaos, dans le bon sens. C'est un peu ce que disait De Zerbi. Hein. Ça me fait penser à lui. J'ai appris à comprendre ce que pensent les gens de Marseille. C'est quand même des discours assez profonds. Et je pense en effet qu'il a envie de rester et qu'il a envie de faire beaucoup mieux sur le terrain. Même si c'est vrai que son hygiène de vie cette saison n'est pas bonne. Mais niveau mentalité, ça me rassure un peu parce que j'avais la sensation cette saison que Medina, il s'en foutait de l'OM. Il s'en caguait totalement. Qu'il était venu là un peu en touriste, en vacances. Et c'est la sensation vraiment qu'il a donnée hein, sur le terrain et en dehors. Mais là, enfin, il s'exprime avec le cœur. Et allez, je vais lui quand même accorder un minimum de sincérité dans ses propos. Après, hein, Medina, il fait partie des joueurs dans la mentalité, je dis bien, qui peuvent correspondre à Marseille. D'ailleurs, je l'ai dit cet été quand il est arrivé, on l'a tous pensé qu'il était compatible avec l'OM. Même si quelques mois après, j'ai dit un peu l'inverse, par agacement en fait. Par agacement de ce que je voyais sur le terrain, du mec un peu manfoutisme qu'on percevait, ça m'a fortement déçu. Qu'il avait plus la grinta véritablement comme à Lens. Mais en termes de mentalité OM, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut correspondre. Et petit rappel, les gars, pour jouer à l'OM, oui, il faut avoir de la qualité, mais surtout avoir du mental. Et ça, dans le recrutement, c'est dur de percevoir un joueur qui est fait pour l'OM ou pas. Souvent, Benassia et même Longoria nous ont bassinés. Ces derniers mercato nous ont promis qu'on allait prendre des joueurs qui avaient l'ADN OM, le mental, quoi. Ils se sont lourdement trompés, hein, sur pas mal de mecs. Les Wai, Brassier, Koné, cette saison, j'en parle même pas. C'est dur d'avoir les critères mentaux. Est-ce que tu es fait pour jouer pour ce club ou pas? Tu joues une saison à l'OM, c'est comparable avec 5 années ailleurs. Donc mentalement, faut être prêt à ça.
faut être armé. Et il faut des mecs, encore une fois, sur le plan psychologique, très forts, qui est du mental. Pas ces mercenaires là, qui se traînent dans cette fin de saison, qui sont en roue libre et qui ont lâché le club dans leur tête, qui sont plus du tout engagés avec l'OM dans l'état d'esprit. Florent Germain s'est exprimé sur Medina parce qu'on se pose la question, qui c'est qu'il vise comme coéquipier? Flo Germain, un correspondant d'RMC Sport, qui est souvent bien informé, proche du vestiaire, qui a souvent eu quelques taupes, normal. Il vise bien sûr Pavard. Il vise les leaders comme Højbjerg aussi, qui sur le terrain paraît aux abois. Alors, pas que physiquement, pas que sportivement, même quand on voit un peu son body langage, je pense que dans le vestiaire, Højbjerg c'est pareil, il est en train de baisser la tête au quotidien. Donc Pavard, Højbjerg, mais il y en a d'autres, bien sûr, il y en a d'autres. Par contre, Aubameyang, c'est un mec qui lâche pas. Et ça, je l'ai répété dans mes vidéos cette saison, ça se ressent. Lui, Aubameyang, il aime l'OM. Il est venu pour mouiller le maillot, pour réussir. Et ça l'impacte, cette saison de crise, parce que c'est une véritable saison de crise qu'on vit. Ça lui fait mal, ça le ronge, et franchement, faut pas s'en prendre à Aubameyang. Voilà, je l'ai souvent défendu cette saison. Déjà, il fait une saison très correcte, il a mis pas mal de buts, il nous a fait gagner des matchs très importants contre Newcastle, contre Lyon, et j'en oublie. On l'a présenté cet été comme un remplaçant de Gouiri. Donc oui, il a répondu présent, même si on a en tête quelques occasions ratées, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. J'aime pas m'en prendre à un mec qui rate des occasions, enfin surtout un mec comme Aubameyang qui, à côté de ça, marque beaucoup de buts. On n'est pas dans la situation d'un Germain, d'un Mitroglou, d'un Wai et tant d'autres qu'on a connus chez nous. Donc respect Aubameyang pour son attitude de jamais rien lâcher. Lui, pour le coup, c'est réel. Il fait partie des rares exemplaires dans ce groupe. Et ça a été confirmé par Flo Germain. Et ça m'étonne pas, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Maintenant, OM Nice, ses amis. Alors la compo que j'aimerais voir déjà, forfait Péchao, Gouiri incertain, mais je pense qu'il ne sera pas là, à l'heure où je vous parle, avant la conférence de presse de Bay. Et Timber est très incertain. J'espère que Timber sera là au milieu de terrain. Déjà, en parlant un petit peu de ses pépins physiques, on peut évidemment repenser à cette préparation estivale. Parce que quand tu as autant de blessés comme ça, c'est pas anodin comme on dit. Le staff médical aussi qui est bidon. Et les entraînements de Habib qui ont été très poussés ces dernières semaines, à Marbella et pas que, parce qu'il voulait rattraper un peu le retard foncier physique, et on le paye. On le paye, donc là, Bay, ça n'a pas été très intelligent de ta part, parce que on va devoir se passer de 3 joueurs importants en principe, et on ne sait pas si Kondogbia sera de retour. D'ailleurs, je pense pas, entre nous. J'aimerais voir dans un 4-3-3 Traoré à gauche, parce que Nwaneri, il est plus concerné. Il sait qu'il va partir à 100%, alors que Traoré, on ne sait pas. Et pourtant, je suis le premier détracteur de Traoré, sincèrement. Mettre les minots, les gars, alors je veux bien, mais après, faut pas pleurer qu'on ne soit pas européen à la fin de saison. C'est un peu risqué quand même, les mecs. Et est-ce que c'est un cadeau de les mettre dans ces conditions-là, titulaires, samedi au Vélodrome? Parce que j'en vois beaucoup qui veulent mettre que les minots samedi. J'entends, dans une situation perdu pour perdu. Là, c'est quand même serré au classement. On a la possibilité encore d'être 3e ou 4e ou 5e. Il y a un enjeu énorme dimanche dans ce match-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas avec ces mecs-là qu'on aura plus de chances de gagner peut-être. J'entends bien que dimanche contre Nice, le match, je ne suis pas du tout confiant. Même si on est donné favori par les cotes, vous allez voir, il n'y a pas de raison d'être confiant. Il y a quand même des changements qui doivent s'opérer, notamment au milieu de terrain. Je mettrai titulaire Nadi, qui a, je pense, faim, qui a la rage au ventre, qui a envie de jouer, de tout casser sur le terrain, aux côtés de Vermeuren. Même s'il va partir, je préfère Vermeuren que Højbjerg actuellement. D'ailleurs, c'est hors de question de partir avec la doublette Højbjerg-Abdelli. D'entrée de jeu, Abdelli qui n'apporte aucun impact dans le jeu, qui est hors rythme. Quand tu vois ses replis défensifs, ça fait peine à voir. Vous savez, je donne raison à certaines personnes qui ne voulaient pas d'Abdelli à tout prix. J'ai en tête certains. Mais ils avaient raison pour le coup. Dans leur analyse très poussée sur le joueur. Alors déjà aussi très important, un match nul ne serait pas un bon résultat les amis, parce qu'un nul on n'avancerait pas, au contraire on prendrait du retard sur le top 5. Donc il nous faudra gagner. Donc si admettons il y a match nul et il reste un quart d'heure de la fin, l'OM va prendre beaucoup de risques pour gagner le match. Donc ça veut dire ça passe ou ça casse dimanche, c'est quitte ou double. Et en connaissant l'OM un minimum, je pense qu'il ne faut pas miser sur un match nul dimanche. Soit on gagne, soit on perd. Parlons de Nice maintenant. Une équipe qui est très défensive.
J'ai regardé leurs 2 derniers matchs à Lille et à Strasbourg où ils ont encaissé 0 but. C'est quand même pas rien contre des très belles équipes du championnat à l'extérieur qui jouent à 5 derrière avec 2 milieux de terrain défensifs. Abdoul Samed, l'ancien Lensois, et Boudaoui, 2 créateurs. Sanson et c'était Louché à Strasbourg. Et devant Eli Wahi qui est très à l'aise dans les contre-attaques parce qu'il sait prendre la profondeur. Et bien sûr, Nice va jouer en bloc bas dimanche. Ça leur a réussi à Lille où ils ont tenu 0-0 et à Strasbourg. Et c'est comme ça qu'ils peuvent embêter l'OM. C'est leur meilleure stratégie pour prendre un point parce qu'un point, ce serait un bon résultat hein, pour eux dans l'optique du maintien. À l'heure actuelle, ils ont 4 points d'avance sur le premier barragiste Auxerre. Donc c'est pas fait encore le maintien, hein. C'est loin d'être fait. Ils devront prendre quelques points dans ces 4 derniers matchs. Et puis cette stratégie très défensive, ça correspond à la méthode Puel. On connaît sa rigueur. D'ailleurs, quand tu vois un petit peu l'attitude des Niçois sur le terrain, ça défend à l'unisson, ça coulisse bien. Non, franchement, Strasbourg s'est cassé les dents. Hein. Ils ont eu très peu d'occasions pendant ce match. Donc, ça m'a pas rassuré de voir les prestations de Nice ces 2 derniers matchs. Ils vont arriver en confiance au Vélodrome avec un gros état d'esprit. Hein. C'est un derby pour eux. Donc, il y a de quoi être inquiet. Ça va pas être facile de déstabiliser cette équipe, d'amener les occasions, de créer du danger. Et je compte aussi beaucoup sur les montées de Way à côté droit qui devra apporter le surplus, le surnombre. Ce petit plus comme Emerson côté gauche, on aura besoin des latéraux hein, pour cette rencontre, surtout au vu des absences, encore une fois je répète. Alors au classement, vous connaissez hein, la situation. Ce qui me choque les gars, c'est que l'OM a perdu 10 matchs sur 30. Vous vous rendez compte? On a perdu un tiers des rencontres cette année et on veut espérer le podium. Ça serait vraiment miraculeux mais on mérite pas trop d'aller en Ligue des Champions. Calendrier de cette journée, le programme est plutôt favorable pour nos concurrents. Hein. À part Monaco qui va jouer à Toulouse peut-être, et encore Toulouse étant en roue libre. Ils ont joué cette semaine, donc ils ont un peu de fatigue dans les jambes. Je pense que la plupart des équipes concurrentes à l'OM, Lyon, Lille, Rennes, Monaco, vont s'imposer. Donc nous, on a tout intérêt à gagner également. Sinon, il y aura du retard et à 3 matchs de la fin, ça pourrait être terminé pour le top 5 par exemple. Allez, place à mes pronostics sur cette rencontre avec mon partenaire qui est devenu partenaire de l'OM il y a quelques semaines d'ailleurs. Votre premier pari est doublé juste après l'inscription jusqu'à 100 € maximum. Donc admettons, vous voulez miser sur le match 10 € par exemple. Vous avez 10 € accordés en free bet. Je m'adresse aux majeurs uniquement, exclusivement. Et encore une fois, pariez raisonnablement en fonction de vos moyens financiers. Soyez prudents avec les jeux d'argent, c'est l'essentiel. Gardez le contrôle, c'est le principal. L'OM est donné largement favori. Hein. La cote à 1,46. Mais je vais plutôt partir sur des buteurs, vu la situation un peu tourmentée du club et très indécise. Quand je vois la cote de Mason Greenwood, buteur 1,90, c'est pas mal du tout. Même celle d'Aubameyang hein, est pas mal à 2,30. On sait qu'il va être titulaire. Une autre cote qui me semble intéressante, le nombre de buts dans le match. Je vois pas une rencontre très ouverte. Nice va fermer le jeu, hein, vraiment. Moins de 4 buts dans la rencontre. 1,62. C'est pas mal du tout, hein, c'est prenable. Donc je partirai sur ça également. Avec un but de Greenwood. Aubameyang pourquoi pas, mais je partirai plutôt sur Mason Greenwood. Voilà mes petits conseils pour ceux qui veulent, encore une fois, pour ceux qui peuvent être intéressés. Le lien est en description hein, pour profiter de cette offre de bienvenue et d'avoir votre premier pari doublé juste après l'inscription sur le premier dépôt. Encore une fois, ceux que ça intéresse pour les majeurs. On se retrouve dimanche soir pour vivre le match ensemble à partir de 20 h. Je compte sur votre présence. Hein. On va encourager l'OM, bien sûr, pour finir le plus haut possible. On verra ce que ça va donner, mais c'est le match charnière pour y croire encore. Vous le savez très bien. Merci à vous de liker en bas la vidéo. Mettez un maximum de j'aime, de likes. C'est hyper important pour le soutien, pour le référencement. C'est gentil de liker sur les lives, mais sur les vidéos, c'est aussi un soutien très important, voire encore plus important. On se retrouve dimanche soir. Hein. C'est vrai que voilà, on est encore touché par la situation du club. Mais bon, il reste 4 matchs, c'est clair et net. Et d'ailleurs, le stade Vélodrome ne va pas siffler les joueurs. Enfin, dès le début du match, hein, ça va encourager. Enfin, petitement, parce que, encore une fois, les gens n'ont plus la foi. Mais il n'y aura pas une grève d'encouragement. Bien sûr, ça serait pas très opportun. Il reste 4 matchs. Par contre, si on perd, bien sûr, ça va gronder encore très fortement pour le coup. Allez, rendez-vous dimanche et allez l'OM.